le semainier. Vous êtes habitué, enfin je crois qu'au lycée c'est 36 semaines normalement d'enseignement. Dans certaines filières c'est 15 semaines par semestre, donc 30 semaines en tout. Et nous on est plutôt sur des semestres de 13 semaines. Donc le semainier de notre L1, là je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, si la qualité passe. L'intégration de nos L1 c'était le 7 septembre. Et ensuite ils ont 13 semaines d'enseignement au premier semestre jusqu'à Noël. Et ils auront les examens sur place, ça on a le droit, deuxième semaine de janvier, avec une semaine de révision avant. Notez aussi qu'on a à chaque fois en fait une semaine de vacances sur les 2 semaines de vacances scolaires. Donc la semaine de grisée et la semaine de vacances. Donc voilà, 12 semaines, c'est très court. Enfin, finalement, ça fait 24 semaines en tout. Ça veut dire qu'il faut... vous faites votre année sur peut-être seulement 6 mois vraiment de cours. Et donc, c'est très condensé et c'est vraiment important de se dire je me mets au boulot dès le départ quand j'arrive. Si on met 3 semaines à se mettre au boulot, c'est souvent déjà trop tard. Le deuxième semestre, vous voyez du coup que ça va jusqu'à un petit peu après les vacances de Pâques, de printemps. Dernière semaine de cours, semaine de révision et examen du deuxième semestre à la mi-mai. Voilà, donc à la mi-mai, si jamais vous êtes bon étudiant et que tout se passe bien, vous avez réussi les examens du premier semestre en janvier, vous avez réussi les examens du deuxième semestre le 21 mai. Ensuite, vous attendez un petit peu, vous avez le jury, vous avez les résultats normalement 3 semaines après. La date est déjà votée et fixée. Et normalement, début juin, vous savez que vous êtes en vacances. Et puis, en fait, vous étiez déjà en vacances depuis le 24 mai, mais vous ne le saviez pas encore. Alors du coup, après, c'est un peu les lourdeurs de la fac. Pourquoi tout ce temps en mai-juin? Si jamais vous avez raté un semestre, alors vous pouvez compenser, en fait, vous pouvez valider votre année avec 12 de moyenne au premier semestre, 9 au deuxième. 12 plus 9 divisé par 2, c'est bon. Mais si jamais vous n'avez pas la moyenne, si jamais vous avez eu des absences, vous étiez malade une semaine d'examen, vous allez passer en deuxième session. Et ça, c'est fin juin. Le temps de faire le jury, d'annoncer la deuxième session, que les gens puissent réviser un peu, c'est déjà fin juin. Le temps de faire les jurys de deuxième session, et ça nous amène à, en gros, juste avant la semaine du 14 juillet chaque année. Donc l'année se finit tôt si jamais tout va bien. Bon, pour pas mal d'étudiants, il y a encore du travail en juin de révision pour la deuxième session. Voilà, donc c'est très condensé dans l'année. En fait, vous finissez les cours super tôt. Et puis, c'est aussi condensé dans l'emploi du temps. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer les emplois du temps de cette année. Là, comme on est passé, pendant la période des distances, on a un peu abandonné l'emploi du temps interne à la fac parce qu'on n'avait pas besoin de réserver de salle, donc on a pu déplacer des trucs. Et donc, voilà à quoi ressemble en gros l'emploi du temps d'un groupe de TD ce semestre. D'habitude, on commence tôt, c'est 8h30 un peu tous les jours. Et puis, voilà, en rouge, c'est les cours magistraux. Vous avez en gros 6 heures de cours magistraux par semaine. Là, en gris, c'est les TP d'info. Il y a 3 heures de TP. Et puis ensuite, pour chaque matière, 2 vertes, c'est 2 analyses. 2 grisées, c'est 2 physiques. 2 jaunes, c'est 2 algèbres. Logique et anglais. Du coup, ça fait à chaque fois des créneaux d'1h30. Ça doit faire quelque chose comme 12 heures de TD par semaine. Ouais, donc, mettons 6 heures de CM, 12 heures de TD, 3 heures de TP par semaine. Plus, il y a des choses qui ne sont pas dans l'emploi du temps général. J'ai parlé d'ateliers CATI, ça, c'est de temps en temps une journée en plus. Voilà, il faut se dire qu'à la fac, ensuite, tout est en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de prof qui est malade et de cours qui n'a pas lieu. Un prof qui est malade, le cours est déplacé et reporté, mais on a en gros tellement peu de cours qu'on s'assure que tous les cours ont bien lieu et que tout le monde a tout fait. Et on remplace les profs absents. Donc, c'est aussi finalement très peu d'heures par semaine.
Donc ça, c'est un autre exemple d'emploi du temps plus illisible, parce que plus par le système de réservation de salles de la fac. Voilà, mais ça finit rarement très tard, hein, c'est quand même le message. Là, c'est un groupe qui n'avait pas cours le vendredi ce semestre-là, donc il peut y avoir des surprises comme ça, vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'heures. Voilà, du coup, l'addition de tout ça donnait environ 22 heures par semaine, sur environ 13-14 semaines, suivant que vous comptiez les examens ou pas. Et là, j'ai mis nécessite un vrai travail personnel chez soi. Je ne sais pas si j'ai fait un lien. Ouais, je vais juste vous montrer ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'heures sur place. C'est un peu une difficulté de la fac. Ça ne veut pas dire que ça demande moins de boulot. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur un site de l'enseignement supérieur et qui montre le ratio entre heures de cours et travail personnel. Donc les licences de sciences, eux, une moyenne nationale, les étudiants déclarent qu'ils ont 19 heures de cours par semaine. Je dirais que c'est plutôt 22. Et 12 heures de travail personnel. Alors que si on compare avec l'IUT, bah, il y a beaucoup plus de cours, mais en fait, il reste beaucoup moins de travail chez soi. Donc, à la fac, ça demande beaucoup d'autonomie, ça demande d'être capable de travailler chez soi, et la quantité de travail globale va peut-être être la même que dans d'autres filières. Donc voilà, se dire que une caractéristique, c'est vraiment qu'il faut savoir bosser en autonomie un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas venir, enfin que la fac, on est totalement laissé à soi-même. Il y a du coup des gens qui viennent à la fac pour ça, en se disant bah, je vais travailler totalement en autonomie et, euh, et qui, enfin, en gros, ne commencez pas par ne pas venir en cours. Alors à la fac, on ne contrôle pas forcément beaucoup la présence, on n'en a pas les moyens en CM et rarement en TD. Mais bah, ceux qui réussissent, c'est quand même ceux qui viennent. Il y a déjà peu de cours sur place. Il faut venir. Du coup, la fac, c'est aussi quelque chose de très réglementé par rapport à d'autres filières. Le jury ne peut pas faire ce qu'il veut. Je ne peux pas décider de... Enfin, je suis responsable de la première année, mais même si je n'ai pas aimé l'attitude de quelqu'un pendant la réunion de présentation de la L1MIPI aux premières, je ne pourrais rien faire si l'étudiant vient chez moi et valide chacune de ses matières et finit à 12 de moyenne. Donc, l'autre document que je peux vous montrer, ce sont les modalités de contrôle de connaissances. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver, vous pouvez le googliser facilement. Ou alors, ce que vous allez trouver en ligne, c'est une vieille version, peut-être. En fait, je pourrais vous partager éventuellement ce lien-là. Et du coup, là, il y a tous les portails, d'ailleurs. Donc, je le mets, puis peut-être que Armel va modérer et l'envoyer à tout le monde. Donc, c'est vraiment la définition de notre licence. Ça dit exactement, là par exemple, on est sur la L1 MIPI. Voilà, c'est pas facile à lire hein, parce que c'est un gros document, mais on est sur la L1 MIPI première année, semestre 2, et on voit qu'en algèbre linéaire, l'une des grosses matières, bah, vous avez 18 heures de cours, 36 heures de TD dans le semestre, qu'on peut traduire en fait en 1h30 de CM et 3 heures de TD, de travaux dirigés par semaine. Donc 4h30 de la matière, le tout sur 12 semaines. Et en fait, pour chaque matière, après, vous avez les coefficients, les crédits ECTS qui sont aussi les coefficients. C'est comme ça qu'on va calculer la moyenne générale. Si vous avez 12 de moyenne en algèbre linéaire, on multipliera par 6,5. Et on va faire la moyenne de toutes vos matières. Et à la fin, on voit si vous avez la moyenne sur l'année. Et donc, si vous êtes passé dans l'année supérieure. Et le jury peut décider de remonter quelqu'un qui n'a pas la moyenne, mais sinon, il n'a rien à dire dès que vous avez obtenu votre année en respectant le règlement de la fac. Et ça, c'est quelque chose qui est voté 6 mois à l'avance, donc qui ne peut pas être changé en fonction voilà, du bon vouloir des profs. Et voilà, parfois même pour... Alors là, cette année, c'est un peu spécial. On a mis beaucoup de matières en contrôle continu intégral parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir respecter des modalités, de pouvoir bien faire des examens à cause du confinement. Les examens sont aussi quelque chose de très réglementé. Donc on a dit, tout sera en contrôle continu, ce qui permet de ne pas le marquer dans la MCC. Mais la plupart des lignes d'habitude sont comme ça. On sait exactement à quoi s'attendre dans chaque matière. Il y aura des TP notés, il y aura des interrogations en TD,
il y aura un contrôle terminal, et je sais exactement que la moyenne finale sera l'examen final coefficient 4, les contrôles en TD coefficient 4, les TP notés coefficient 2. Donc c'est vraiment, on est dans un cadre assez réglementé et où vous êtes, on va dire, protégé par le fait que toutes les décisions sont prises dans des commissions où siègent les représentants des étudiants. Et il n'y a pas de changement de dernière minute, sauf en cas de coronavirus. En dernier, on n'a pas toujours respecté les MCC parce qu'on ne pouvait pas faire les examens. Et, voilà. Sauf en cas de force majeure. Irénée, excuse-moi une minute, j'ai une question. En informatique, quelle est la place des projets et quels langages sont utilisés? C'est une bonne question. Nous avons changé. Jusqu'à l'an dernier, on faisait du C en première année. On commençait par le C, donc un langage proche de la machine pour mieux comprendre comment ça marche. Et puis cette année, on est passé au Python en première année. Pourquoi? Parce que le Python s'est imposé au lycée et puis parce que c'est très bien pour... enfin voilà, c'est peut-être plus efficace. Donc le Python convient mieux à ceux qui vont poursuivre en maths, en physique, bah, ils vont programmer plus facilement. Et puis après, pour ceux qui poursuivent en informatique, on se met quand même rapidement au C. Et en fait, on en fait dès la première année pour comprendre l'adressage mémoire dans les ordinateurs et voilà, aller plus loin sur la compréhension de comment ça marche. Et il y avait une autre question qui allait avec, pardon. Il y avait les langages et les projets. Ouais. Bon, en fait, plus vous allez avancer en licence et plus les enseignements vont être un petit peu spécifiques par domaine. Et c'est sûr que voilà, la L1 est encore assez scolaire, c'est du tronc commun. Il y a encore maths, physique, info et 1 heure et demie de TD, de CM, 3 heures de télé dans la plupart des matières. Je ne sais pas s'il va y avoir des projets d'informatique cette année. Il y en aura plutôt sous forme du libre ou de choses comme ça. Puis à partir de la L2 et encore plus en L3, là, ils ont des projets dans tous les sens. Dans chaque matière, il y a du temps consacré pour ça. Il y a des projets qui sont hors matière, projet de synthèse en L3. Il y a stage de 8 semaines en L3. Donc il y a vraiment un côté, je connais mieux côté licence d'informatique, mais dans chaque licence, c'est de plus en plus appliqué, c'est de plus en plus spécialisé. Et donc les modalités d'enseignement changent aussi. On est sur des cours relativement scolaires en L1. Et puis plus on avance et plus ça va être aussi avec des projets, aussi avec des TP, aussi voilà, plus mise en situation et pratique. Voilà, donc tout ça, je l'ai dit sans passer par les slides. Donc, environ 22 heures d'enseignement par semaine, hein, ou 21, hein, si on fait la somme de ce qui est marqué là, plus l'anglais peut-être. Et comment sentir les étudiants, en fait, comment ils s'en sortent pour travailler. Il y a beaucoup de travail personnel, mais ce qui marche bien, c'est de travailler à côté des cours en groupe. Je dois dire que ça marche pas mal. Les étudiants passent beaucoup de temps ensemble, sont souvent, enfin, hors coronavirus sur le campus, hors des cours. Ils passent beaucoup plus que... Enfin, si les cours finissent à 16h, ils ne quittent certainement pas la fac à 16h. Et puis nous, à distance, là, on est passé beaucoup sur des... Enfin, on essaye de stimuler les échanges entre étudiants. On a des forums de la LRMIP, on a le Discord de la LRMIP qui tourne à fond entre étudiants. Les profs y passent un petit peu pour donner des informations, mais c'est surtout les étudiants qui s'entraident entre eux. Donc voilà, vous imaginez qu'avec 400 personnes, c'est quelque chose d'assez structuré. Des places pour les annonces, des places pour les discussions entre étudiants, des places pour les discussions entre étudiants matière par matière. Et globalement, ça y travaille. Et il y a des étudiants de L2 qui reviennent pour aider les autres. Vraiment, il y a quand même beaucoup d'entraide à la fac, et notamment en ligne. Là, on se rend compte à distance qu'ils arrivent à bien maintenir ça. Et puis, des espaces par groupe de TD, et ça interagit beaucoup. On a une plateforme de cours, en fait, dont on se sert aussi abondamment maintenant qu'on est à distance. C'est un Moodle, pour être exact. Et en fait, matière par matière, à côté des heures en présentiel, de plus en plus, on fournit
beaucoup de supports, on donne du travail en plus. Donc là, je suis entré dans une matière à moi, la logique, où chaque semaine, on poste les corrections de ce qui a été fait sur place. On donne des QCM à faire en plus, d'entraînement et certains notés en bonus. Voilà, c'est souvent des choses qui s'ajoutent au cours de manière plus classique. Et puis, avec le passage à distance, on met de plus en plus de contenu en ligne. Donc, vous pouvez, par exemple, sur box.u-srj.fr/public/cours logique, avoir à peu près tout le cours de logique de premier semestre de Alain Mipy en vidéo. Je vais peut-être éviter d'en lancer une parce que ça risque de faire des interférences avec le son. Mais vous pouvez retrouver en fait. Mais voilà, de plus en plus, même hors confinement, l'avantage d'avoir des cours avec 450 étudiants, c'est qu'on peut fignoler des supports. Chaque cours en première année a au moins son poli des exercices, le corrigé des exercices qui arrivent plus tard. Et là, cette année, avec le confinement, le cours en vidéo a été filmé dans beaucoup de matières, que ce soit captation pendant que les cours avaient lieu, ou cours faits en vidéo spécifiquement enregistrés en vidéo à côté par capsule plus courte. Et voilà, on utilise beaucoup, du coup, en temps normal, on n'utilise pas tellement cette plateforme pour faire un contrôle, mais là, du coup, on s'y est mis à partir de l'an dernier. On peut faire aussi des interrogations où ça n'est pas des QCM, où c'est noté ensuite par l'utilisateur, par les profs, et on s'en sert pour transmettre les notes. Voilà, par exemple. Alors, elle n'est pas toujours très rapide, cette plateforme, mais pour mon cours de logique, les étudiants peuvent retrouver exactement quelles notes ils ont eues à toutes les interrogations, et ça leur calcule la moyenne automatiquement. Donc, ils ont les notes qui arrivent progressivement, et il va y avoir ensuite des colonnes du genre bonus QCM, où c'est simplement une moyenne qui est calculée, et qui voit calculer au fur et à mesure que les notes arrivent. Voilà, donc, que ce soit sur place ou à distance, alors, il y a beaucoup d'étudiants, il n'y a pas beaucoup de cours. Est-ce qu'on est encadré ou pas? Vraiment, à la fac, je dirais, il ne faut pas s'attendre à ce que vous... Enfin, est-ce qu'on s'occupe de vous? Est-ce que les profs vous encadrent? Les profs n'ont pas du tout le temps et ne cherchent pas, enfin voilà, à la fac, ça serait trop compliqué, on n'est pas proactif, on va dire, les profs. On ne va pas vous voir si jamais vous ne vous en sortez pas. Personne ne vient vous voir pour dire, tiens, ça fait 2 semaines que tu n'es pas venu en TD, est-ce que tu es en train de décrocher? Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'étudiants pour ça et que peut-être vous êtes en train de décrocher parce que vous êtes parti ailleurs et que juste on n'est pas au courant, que vous êtes allé faire autre chose, que finalement ce que vous voulez faire c'est dentiste. Et très bien, dans ces cas-là, on cherche, on ne cherche pas à en savoir plus. Par contre, les étudiants qui viennent voir les profs, qui posent des questions, on est tout à fait dispo pour répondre aux questions et pour que ça soit parler d'informatique, que ce soit parler d'orientation, que ce soit parler de problèmes techniques à la fac. Les profs sont vraiment disponibles et je pense qu'on reçoit beaucoup d'aide à condition d'être proactif et d'aller vers les profs. Voilà, donc tout le monde n'utilise pas autant cette possibilité. Il y a aussi de très bons étudiants qui s'en sortent, qui sont contents d'être à la fac et d'être relativement anonymes et qui ne viennent pas beaucoup voir les profs. Il y en a d'autres qui nous sollicitent beaucoup. Et en tout cas, je pense qu'à la fac, alors par rapport à d'autres filières, il y a le côté, les profs sont assez habitués à interagir par mail, à communiquer hors des cours. Enfin, on est surtout disponible. Tous les profs acceptent de prendre des rendez-vous, donnent leur email en début d'année, sont vraiment réactifs pour échanger hors des cours. Et puis en plus, on a l'avantage que si vous venez chez nous, vous faites votre licence chez nous, potentiellement vous faites votre master chez nous. À la fin, vous avez les mêmes profs pendant 5 ans. Ce qui sera assez différent de si vous faites une prépa, que vous partez à ce moment-là dans une école, vous changez totalement d'équipe pédagogique un jour. Si jamais vous faites
un IUT, bah, ça ne dure que 2 ans. Puis après, peut-être que vous allez faire autre chose. Et là encore, vous allez tomber sur des profs nouveaux. Donc, l'université, il y a aussi le côté suivi qu'on pourrait rajouter, qui est que bah, c'est la même équipe pédagogique. Il y a des profs qui enseignent un peu plus en L1, d'autres un peu plus en L3, d'autres un peu plus en master, mais on touche un peu à tout. Et moi, j'ai des étudiants de la L1 en master. Et donc, voilà, il y a le côté disponible et puis un suivi sur plusieurs années. En tout cas, si vous restez à la fin, voilà, les étudiants de L3, bah, surtout, on les connaît bien. Euh, Monsieur, Et donc, ça se passe bien. Oui. c'est quel type de travaux personnels qui sont demandés? Ce sont des exercices ou c'est quoi? Alors, quand je dis travail personnel, je ne veux pas dire donner des trucs. Enfin, en fait, vous n'avez pas forcément beaucoup de choses à faire chez vous. Il y aura peut-être quelques DM, il y aura des évaluations, des QCM et des choses comme ça. Mais ce que j'appelle travail personnel, c'est pas du tout forcément des trucs à rendre. D'accord, merci C'est beaucoup. simplement que bah, dans chaque matière, vous allez avoir euh, bah, beaucoup d'exercices en maths où bah, il ne faudra pas les rendre, mais on les voit en TD. Bah, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont cherché les exercices avant que le TD ait lieu. C'est une fois que la correction est arrivée, sont revenus dessus, ont compris que ça marchait bien. Bah, les cours vont vite, on n'a pas le temps de tout assimiler, bah, il faut le temps de les retravailler chez soi. Et puis après, à côté de ça, bien, il y a des choses à rendre. Bah, c'est sûr qu'en informatique, une bonne façon de faire de la pratique, c'est les projets. Ça, c'est plus à partir de la L2, L3 ouais, que vous aurez bah, vraiment des rendus qui vont vous occuper beaucoup, avec du coup un rythme de travail si vous partez en licence informatique. Enfin, il y avait cette question du coup sur les projets. Euh, ça fait travailler aussi beaucoup par à coup. Il y a des deadlines à minuit, et ben on travaille. Mais ça, c'est un peu quelque chose sur la filière informatique. Ben, on travaille dans ces cas-là toute la journée jusqu'à minuit. Parce qu'on n'est pas toujours organisé, on n'a pas toujours tout fait très à l'avance. Merci. Irénée, merci. Irénée, il y a une question sur quelles spécialités sont attendues en terminale pour aller en L1 MIPI. Alors, bah, du coup, je me mets sur le slide en question. Euh, du coup, vous êtes la première génération. Enfin, non, donc vous êtes première. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu encore à la fac les élèves du nouveau bac. Là, ils sont en terminale cette année. Donc, on est juste en train de proposer des recommandations. On s'est mis d'accord entre nous sur ce qu'on demandait, mais on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. En tout cas, ce qui est clair pour nous, et là, je parle vraiment de toutes les licences de MIPI, maths, info, physique, génie civil, génie électrique. Bah, moi, par exemple, je suis du département d'informatique et on préfère vous dire choisissez la spécialité maths. Comme ça, on a un tronc commun. On sait que tous les étudiants ont fait la spécialité maths et on va s'appuyer là-dessus. Avant de vous dire choisissez la spécialité informatique. Ça nous semble plus important. Puis nous, on sait mieux travailler en repartant de débutants en informatique, alors que être débutant en maths, ça nous semble quand même vraiment très compliqué. Enfin, pas débutant, vous en avez fait au collège, vous faites. Enfin, si jamais vous n'avez pas choisi la spécialité maths, il vous reste un petit peu de sciences. Ça semble quand même vraiment très compliqué pour cette filière maths info physique. Donc vraiment, le message, c'est que, enfin, pour ce qui est du coup de Parcoursup, hein, enfin, non, même pas de Parcoursup, du coup, des spécialités au lycée. Bah, c'est que nos matières, on les voit comme très liées. On a vraiment besoin d'un gros bagage en maths pour continuer en informatique. La physique, ça paraît peut-être moins évident, mais en fait, plus tard, en L3, en master, en robotique, on a besoin que les gens aient des notions de mécanique et d'électricité. Donc, on a besoin que ces matières, maths, info, physique, restent liées ensemble. Donc, vous allez me dire que c'est assez contradictoire avec l'existence même des filières au lycée, je suis assez d'accord avec vous, des spécialités. Donc, vous devez n'en choisir que 2 au lycée, enfin, en terminale, pardon, 3 aux premières, 2 en terminale, et je suis en train de vous dire, bah, pour nous, maths, info, physique, les 3 sont liés. Bah, du coup, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est vraiment conserver les maths, même si, enfin,
si vraiment vous n'aimez pas les maths, peut-être que vous n'aimerez pas de toute façon la licence maths info physique ingénierie, et vous n'aimerez pas la licence informatique. Peut-être que vous dites au niveau lycée, je déteste les maths alors que j'adore l'informatique. Bah, nous, de notre point de vue, l'informatique à un bon niveau, c'est aussi des maths. Donc, c'est pas possible de s'en passer. Donc, on va dire, prenez maths. Et je ne parle pas de maths expert. Enfin, je pense que prenez maths normal. Et puis, si vous voulez, vous faites maths expert, mais pas d'obligation. Et choisissez, pourquoi pas, une autre spécialité scientifique parmi, pourquoi pas, info, physique. Alors, il y a sciences de l'ingénieur qui correspond vraiment à génie civil, EEA. Pourquoi pas l'une de celles-là? Pourquoi? Parce que finalement, le tronc commun, il y a déjà au lycée beaucoup de matières littéraires, on va dire, d'humanité. Et finalement, deux spécialités scientifiques, ça reste quelque chose d'assez équilibré à nos yeux. Vous faites encore du français, vous faites encore de l'histoire. Si vous avez l'intention de poursuivre en licence de maths info physique, qui est vraiment du dur scientifique, bah, c'est bien d'y être préparé avec deux choix de spécialités scientifiques. Mais par contre, on ne vous impose absolument pas de choisir la spécialité info pour partir en licence d'info, ni la spécialité physique pour faire la licence physique, ni sciences de l'ingénieur pour faire génie civil. Comme de toute façon, une L1 qui est commune, bah, vous êtes dans la même classe que vous vouliez faire licence de physique ou licence d'info, donc on devra s'adapter. Et donc, il n'y aura pas de prérequis qui sont faits uniquement en spécialité info, et ceux qui n'ont pas fait spé info sont morts. On va s'adresser à des débutants dans ces matières-là, mais on ira vite. Et disons que ça va être un petit peu difficile si vous êtes vraiment débutant à la fois en info et en physique, on va dire, et en sciences de l'ingénieur. Et que vous aviez fait je sais pas, de l'histoire, ce qui est un choix très bien à côté de maths, mais ça vous prépare moins bien à maths info physique. Donc, je le vois bien en fait en informatique en L1 chez nous. En fait, on s'adresse à des débutants, on dit. Donc, on va très vite. Hein, ce semestre, il y a une semaine pour faire les fonctions, une semaine pour faire les conditionnels, if, une semaine pour faire les boucles, for et while. Et donc, si jamais quelqu'un est totalement débutant en informatique, bah, il ne peut pas dire que le cours n'a pas été donné. On revoit tout ensemble. Mais si jamais vous n'avez jamais fait d'informatique, ça vous demande vraiment beaucoup de boulot. Et si jamais vous n'avez jamais fait de physique, ça vous demandera aussi vraiment beaucoup de boulot en physique pendant ce temps-là. Donc c'est peut-être difficile de combiner être débutant là-dedans. Et puis maths, nous, on considère vraiment que bah voilà, dès le début des cours de physique ou d'info, on a besoin de gens qui aient de bonnes bases en maths. Voilà, je ne sais pas si Et du coup, j'ai la ça vous même fait personne réagir. j'ai la même question, la même personne pardon, qui me demande si l'aspect NSI, c'est un choix judicieux ou pas. Un choix judicieux, pardon. Oui, du coup, je suis désolé, je suis pas super calé sur les noms des spécialités au lycée. Effectivement, l'aspect info s'appelle NSI. Et bah, très bien. Enfin, si jamais quelqu'un veut faire licence info, bah, c'est quand même naturel, à mon avis, de choisir la NSI pour découvrir ce que c'est au lycée et vérifier que ça vous plaît. Et oui, donc maths, NSI, c'est très bien. Et puis peut-être que paradoxalement, en première année, l'étudiant qui sait qu'il veut faire la licence info, à cause de notre organisation, bah, première année en info, ça sera facile pour lui au début. Et il aura intérêt à travailler la physique à côté pour ne pas être largué dans une matière qui compte beaucoup à cause de notre organisation. Et puis à partir de la L2 et de la L3, il fera quasiment plus de physique et il aura toujours ses bonnes bases en info. Et bah, je pourrais en parler un petit peu après, mais vraiment, NSI, en fait, les spécialités au lycée, elles vont souvent couvrir un champ beaucoup plus large, même que ce qu'on va faire en première année de fac. NSI, finalement, c'est beaucoup d'heures. Hein. C'est 4 heures en première, 6 heures en terminale pendant 36 semaines. C'est un volume horaire qui est vraiment important. Donc peut-être que quelqu'un qui a fait NSI aura des facilités en info en première année de fac, mais il aura encore des spécialités en info en deuxième année de fac et en troisième année de fac sur certains chapitres, parce qu'il il aura fait du web qu'il ne fera pas en première année de fac, et seulement ensuite il va découvrir. Donc à la fac, il y aura le côté, on avancera plus lentement,
mais en détaillant beaucoup plus, on va dire, chaque chapitre. Donc, et je pense que c'est pareil un peu en physique ou en assis, l'avantage, les connaissances que vous avez acquises en plus au lycée, suivant vos choix de spécialité, vous allez continuer à retrouver des choses en L2, en L3, que vous aviez déjà fait en lycée, mais que vous aviez fait peut-être un peu superficiellement, et on va revenir plus en détail dessus. Alors, en fait, j'avais fait un slide pour dire comment on fait pendant le coronavirus. Alors, c'est un peu hors sujet, hein, parce que bon, quand vous viendrez, on pourra faire cours sur place, soyons optimistes, dans 2 ans. Mais peut-être que vous posez quand même un peu la question, du coup. Nous, la plupart des cours continuent en ligne, notamment sur Teams, qui est la solution choisie par la fac, qui est à la fois comme Zoom, un truc pour faire des conférences, mais ça permet de gérer plein de choses hors des cours, de proposer des devoirs, de mettre des messages, de proposer... les gens sont vraiment inscrits par cours, en fait, sur Teams. Et donc là, par exemple, on a 14 étudiants qui sont avec Madame Tsompanaki en train de faire de l'informatique dans le groupe D. Et, alors, on ne va peut-être pas rentrer dans la classe, mais voilà, on est passé totalement à distance. Et, il y a vraiment à côté, les cours ont lieu dans les mêmes horaires, avec le côté enregistré parce que techniquement c'est possible. Voilà, je pense que on apporte les mêmes connaissances. Après, c'est beaucoup moins stimulant. C'est sûr que ça va être plus difficile parce que travailler de chez soi, on est moins porté que de travailler en classe. Hein. C'est difficile d'avoir la même concentration. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide entre les étudiants, sur Teams et sur Discord et sur partout où ils se retrouvent. C'est arrivé suffisamment tard, finalement, le passage totalement à distance pour que les étudiants se connaissent et continuent à échanger entre eux. Et vraiment, au niveau supérieur, c'est vraiment beaucoup les étudiants qui font marcher la chose. Par exemple, le Discord est intégralement modéré par des étudiants, en fait, des tuteurs qui sont tous des étudiants d'année supérieure et des délégués de chaque groupe de TD qui nous remontent les problèmes et qui nous alertent quand, je ne sais pas, tel cours n'a pas pu avoir lieu, tel prof est en galère, etc. En fait, on passe beaucoup par les étudiants parce que c'est comme ça qu'on a l'information le plus vite. Voilà, je pense que quelle que soit la filière où vous serez dans le supérieur, vous serez amené si jamais vous le souhaitez, à pouvoir vous impliquer et on l'utilise abondamment. On utilise abondamment le fait qu'il y ait des étudiants motivés pour participer, faire le lien avec le reste de la promo, etc. J'ai une question, Irénée, si ça permet de. J'ai quelqu'un qui voudrait avoir plus d'infos sur la classe CUPGE et surtout pour l'année prochaine avec la Covid, comment ça se passe pour les intégrer. Pour les concours, alors je pense que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de plan B, c'est-à-dire qu'on espère bien que tous les concours auront lieu. Et enfin, voilà, on n'a pas, enfin, je ne sais pas si pour les lycéens c'est clair, mais à la fac, on n'a pas le droit de faire cours en ce moment. On doit rester chez nous, sauf si c'est des TP nécessitant du matériel spécifique. Alors un TP d'informatique n'est pas un TP nécessitant du matériel spécifique. On peut très bien faire du code en ligne. Nous, on n'a rien demandé aux étudiants d'installer. En fait, ils font du Python sur des sites web où on peut faire du Python. On a le droit de faire les examens sur place. Et les concours, pour l'instant, c'est le cas. On a le droit de faire les concours sur place. Donc, on est préparé comme on peut à distance, mais les concours ont pour l'instant toujours bien lieu. Alors, les classes prépa en lycée peuvent faire cours sur place, mais nos étudiants à nous ne sont pas en concurrence avec eux. Il n'y a pas de distorsion de concurrence. C'est des concours, les étudiants de CUPGE, ils font des concours pour intégrer les écoles qui sont des concours spécifiques aux étudiants de la fac. Voilà, chaque école a un petit peu son concours classique pour les étudiants qui viennent de prépa et un deuxième concours d'admission parallèle pour les étudiants qui ne viennent pas de prépa, qui viennent par exemple de l'université.
Et du coup, c'est un autre quota de place. On est en concurrence avec des étudiants de fac. Les écoles sont souvent contentes parce qu'à la fac, on apprend autre chose que la prépa. On est moins scolaire, on est peut-être un peu moins bourrin pour résoudre un maximum d'exercices en 1 heure, mais par contre, on a eu cours plus avec des enseignants-chercheurs qui ont apporté une curiosité qu'on a. Enfin, voilà, les écoles sont contentes d'avoir quelques étudiants d'université qui apportent autre chose dans leur promo. C'est un peu ça l'idée. Donc, les SUPGE tournent vraiment de manière assez normale cette année, et, sans que ça soit. Enfin, ils ont. Voilà, comme ça dépend aussi des étudiants, hein, le fait que ça se passe bien, c'est sûr que dans un groupe bien sélectif comme ça, il y a spécialement beaucoup d'entraide et de débrouillardise, on va dire, entre étudiants qui fait que ça marche bien. Donc, il y a, par exemple, du coup, il y a le côté classe. On s'est beaucoup organisé par classe. Et si je vais voir les CUPGE, je suis membre de leur groupe. On retrouve un peu toutes leurs matières dans le même groupe de TD. Non, il est plus bas. Je l'ai vu, il est plus bas, Irénée. Je l'ai vu, descend un peu. C'est la petite chaussette, la chaussure, pardon. Ouais, je sais pas pourquoi on a pris une chaussure. Donc, c'est ici qu'ils ont les TD de logique, c'est ici qu'ils ont les TD d'algèbre. Voilà, il y a un côté, ensuite, unité de lieu. Ah oui, et puis, travail en groupe, en fait, les profs font beaucoup ça. On lance le TD, on donne les exercices, on explique ce qu'il faut faire. Et puis, on laisse les étudiants se mettre par petits groupes pour chatter ensemble. Moi, je fais un peu ça sur Discord quand je suis avec mes étudiants. Et puis, les étudiants se regroupent par affinité, par 3 ou 4, travaillent ensemble, et le prof peut passer de l'un à l'autre et les aider. Voilà, on essaye un peu en ligne de reproduire un côté, pas être juste passif et travailler ensemble. Et puis, on reprend ensemble les corrections d'exo à la fin, et on fait aussi des corrigés. Alors, c'est quand même quelque chose de difficile. Alors là, ce slide-là, il date d'avant cette année. Hein. Même hors coronavirus, c'est une année très difficile, la LRMIP, mais je pense que toutes les premières années sont quelque chose de très difficile. Enfin, si vous regardez le taux de réussite, quelle que soit la filière, il doit être vraiment bas. Et pourquoi déjà, il y a des causes d'échec qui sont super différentes en fait, d'une personne à l'autre. Il y a peut-être que c'est trop dur pour certains, que finalement ils sont allés en LRMIP qui est très exigeant en maths. Voilà, on est une filière non sélective, je ne l'ai pas dit aussi en fait. Sur Parcoursup, la fac c'est non sélectif, donc on classe tous les dossiers, mais à aucun moment on dit en dessous de ce niveau-là ils ne peuvent pas venir. Tant qu'il y a de la place, tout le monde va être appelé. Alors, cette année, il n'y a pas eu de la place pour tout le monde. Il y a 200 personnes qui n'ont pas été appelées, mais 200 sur 2500. C'est quand même beaucoup moins sélectif que les filières qui peuvent vraiment dire, mettre une barre et ne pas prendre en dessous d'une barre. Donc, vous pouvez avoir des difficultés de niveau ou simplement de prérequis qui vous manquent à cause du lycée. Il y a la quantité de travail ou les conditions de travail. Vous pouvez juste avoir du mal à travailler en autonomie, à travailler hors des cours, à travailler en plus avec le côté... c'est vrai que du coup, on apporte beaucoup de ressources. On peut passer une journée à regarder des cours en vidéo tellement il y a de cours enregistrés et finalement, on n'a pas forcément été très efficace. On crée tellement finalement de ressources que c'est pas forcément évident de savoir sélectionner. Donc, on va dire il y a le rythme de travail et la méthode de travail à acquérir. Et à la fac, c'est sans doute pas facile. Ça demande beaucoup plus d'autonomie qu'ailleurs. Et puis, il y a une raison aussi tout à fait légitime de ne pas s'en sortir, de ne pas valider sa première année de LRMP. Très souvent, les échecs, c'est aussi dû au fait que l'étudiant se rend compte que c'est pas ça qu'il voulait faire, ou savait dès le départ que c'est pas ça qu'il voulait faire, mais il y arrivait par défaut. Donc c'est vraiment important, au niveau supérieur, on n'est plus dans le tronc commun de travailler, mais aussi de se poser tout le temps la question, est-ce que c'est bien ça que je veux faire? Est-ce que là, les matières me conviennent encore? Est-ce que
les débouchés dont parlent les enseignants, c'est ça que je veux faire. Donc, je pense que c'est important de faire les deux, voilà, de travailler les cours au fur et à mesure, et en même temps de regarder, de venir à toutes les réunions d'information, de chercher sur Internet, au fait, la licence d'info, ça mène à quel métier, est-ce que ça me convient bien, et, et ça va renforcer la motivation de l'étudiant si c'est bien ça qu'il veut faire. Ok, licence de maths, ça mène à prof. Prof, c'est ça réellement les conditions de travail. C'est vraiment ça que je veux faire. Ok, donc je m'accroche pour réussir à travailler. Ou si vraiment vous dites ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Depuis le début, je voulais faire STAPS. Bah, très bien, c'est bien d'en prendre conscience. Et dans ces cas-là, c'est bien enfin, j'ai discuté avec un étudiant en début de semaine qui part en réorientation en STAPS et on a convenu sur quel cours de L1MIPI ça valait le coup de continuer à travailler beaucoup parce que c'est des matières qu'il allait continuer à travailler ensuite en sport s'il rejoint cette filière-là. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions-là, d'être acteur de son orientation et de se donner les moyens de travailler, de trouver les bonnes méthodes de travail et de se motiver. Et pour se motiver, de se poser la question de est-ce que c'est la bonne filière? Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Alors voilà, du coup, on a parlé un petit peu de quel choix faire au lycée de spécialité. Prenez l'aspect maths. Enfin, j'ai vraiment envie de dire c'est quand même assez incontournable. Ne la lâchez pas en terminale. Sinon, ça va quand même être difficile de passer de 0 heure de maths à 9 heures de maths par semestre en L1. Et, vous n'êtes pas du tout obligé. Enfin, nous, en informatique, on ne veut pas se limiter en licence info aux étudiants qui ont choisi NSI au lycée. Ça n'aura aucun sens. Il y a 10% de la population des lycéens qui font NSI. En première, je crois que ça baisse encore en terminale. Pour nous, la licence info, elle est ouverte beaucoup plus largement que ça. On a dans chaque promo, des gens qui viennent en MIPI, qui connaissent encore pas du tout l'info, qui découvrent ça sur place, qui aiment bien ça et qui continuent en info. Donc on veut vraiment que la licence, ne pas rendre ensuite chaque spécialité nécessaire au lycée. Ah oui, donc j'avais un slide pour parler de Parcoursup. Donc voilà, la licence, comme toutes les licences, sont non sélectives. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous candidatez sur Parcoursup à la licence MIPI. Nous, on reçoit 2500 dossiers. On doit les classer pour qu'au final, 250 soient appelés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est super, super difficile de rentrer, hein, parce que chacun fait 10 vœux. Donc, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers, quelle que soit la filière. Il y a beaucoup de dossiers à classer. Quand on classe 2500 dossiers, on ne va pas lire chaque dossier en détail pendant une demi-heure, en fait. On fait beaucoup du classement automatique par des critères assez raisonnables, du genre les notes de maths, de physique au lycée. Je vous avoue que j'ai aucune idée de comment on va classer ensuite quand il y aura des spécialités différentes pour chaque élève. On aura des réunions là-dessus en janvier, février, on va voir. Mais donc, voilà, on fait un classement des dossiers de manière automatique et on n'y attache pas non plus trop d'importance à vraiment se demander est-ce que cet étudiant devrait être devant celui-là, parce que globalement, ensuite, c'est non sélectif et la grande majorité du classement est appelée. Et ceux qui ne sont pas appelés en bas du classement, de toute façon, de notre point de vue, ça va être a priori compliqué s'ils venaient en L1 MIPI. Il y a peut-être un truc, depuis la mise en place de Parcoursup, il y a la notion de oui si. Donc on est non sélectif, mais on peut dire oui si aux étudiants. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait comme oui si en MIPI? Certains étudiants, enfin certains candidats, du coup lycéens, reçoivent un oui si qui n'est rien d'autre qu'un avertissement. Normalement, oui si, c'est vous venez chez nous, mais on vous impose de suivre tel dispositif en plus. On a pu un peu, entre guillemets, détourner ça pour mettre un message d'information sur Parcoursup disant au vu de votre dossier, bah, c'est peut-être pas gagné si vous venez en MIPI, mais en même temps, on met beaucoup de pincettes parce que c'est les candidats qui se connaissent le mieux, surtout sur des gens qui sont en réorientation depuis 2 ans. Bah, c'est très difficile de savoir comment ils vont s'en sortir. Finalement, chaque parcours est quand même assez personnel.
Et quand on classe 2500 dossiers, on n'y va pas justement avec des pincettes. Donc, on peut mettre un message comme ça, et puis il y a des étudiants qui viennent, enfin, beaucoup d'étudiants qui viennent même avec avertissement, et puis certains s'en sortent. Et puis, en tout cas, beaucoup y trouvent quand même leur compte dans l'enseignement. Et puis, on a mis en place depuis 2 ans une année tremplin. C'est une année L0 avant la L1. Et donc, on a orienté des étudiants là-dessus depuis l'an dernier. Une année de remise à niveau avec beaucoup de maths, de physique, d'info. Un petit peu colorée MIPI, mais commune avec les autres licences, donc de bio et de physique-chimie. Donc, il y a un module où nous, on leur fait faire de l'info, et puis les bio leur font faire de la bio. Et puis, enfin, voilà, ça inclut quand même un petit peu de L1. Chaque semestre, en fait, les étudiants de la L0 peuvent choisir un module de L1, enfin font l'un des modules de L1, l'un des 4 gros modules. J'avais dit 50% de maths, 2 modules de maths, un module d'info, un module de physique. Et donc, en plus, si la L0 se passe bien, ils ont allégé leur L1 qui vient après parce qu'ils ont déjà validé une matière, si possible. Dans le tas, on a des vraies réussites. On a l'un de mes délégués de cette année qui est super dynamique, qui vient de la L0 de l'an dernier. Donc voilà, ça peut vraiment marcher. Alors, je dis ça, mais voilà, on a ouvert la L0 l'an dernier. Et puis cette année, comme ça appelait moins de gens sur Parcoursup, on n'a pas ouvert la L0 simplement parce qu'on avait mis des avis tremplins sur Parcoursup. Et puis, ces étudiants n'ont pas été appelés parce qu'ils étaient vraiment en bas du classement. Voilà, donc c'est assez anecdotique. Et puis, sur Parcoursup, voilà, il y a aussi les filières sélectives. Rentrer en CUPGE, MP et PC, c'est 2 cases différentes. C'est difficile. C'est une filière qui recrute. Enfin, pour le coup, on peut avoir la réponse non, on n'a pas le niveau, et pour laquelle il y a beaucoup de candidats. Donc, si jamais vous avez un bon dossier, c'est vraiment quelque chose à envisager, les CUPGE. Voilà, c'est pas la prépa, c'est quand même beaucoup plus proche de la fac que de la prépa. Pour moi, de mon point de vue, en tant que responsable de la première année, c'est l'un de mes groupes de TD. Et puis après, ils ont des cours en plus. Ils ont la licence normale, plus des compléments. Par exemple, en prépa MP, il y a un peu de chimie, il y a de la physique-chimie. Et du coup, ils ont quelques cours de chimie en plus pour bien couvrir tous les aspects du programme. Pareil, en CUPGE PC, ils font un peu d'informatique. Ils ont de la préparation au concours, donc ils ont des entretiens, des sujets blancs un peu, à partir du deuxième semestre de L1 et de deuxième année. Et ça marche très bien, vraiment. On envoie des étudiants dans les très grandes écoles par cette filière-là. Et les CMI, j'en ai déjà un peu parlé, puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'en EA, je ne vais pas plus développer. Irénée, j'ai une petite question. Y a-t-il un cursus de cybersécurité et si tu pouvais détailler un petit peu plus le programme en informatique? Alors, non, j'ai envie de dire. Du coup, la réponse est assez courte. Non, la réponse courte est en licence informatique, on n'a pas spécialement de. Enfin, notre master informatique en licence informatique, c'est généraliste. Vous rentrez en master informatique et là, normalement, il y a 3 grandes orientations. Il y a réseau et sécurité, donc tout ce qui est crypto et réseau, mais ce n'est pas un master en cybersécurité comme il peut y en avoir ailleurs. Mais bon, je pense qu'au niveau professionnel, il y a des gens qui finissent par travailler. Enfin, on a des étudiants en master qui font réseau et sécurité et qui veulent faire des tests de pénétration et des choses comme ça dans la vie, et de la cybersécurité, et qui s'en sortent avec un master plus généraliste, plus de la formation en entreprise à côté. Puis après, il y a de la cybersécurité, mais ça, j'y crois moins. Il y a un DU cybersécurité qui est peut-être en train de s'ouvrir post-bac, mais
c'est vraiment un choix à faire beaucoup plus tard, à mon avis. Enfin, il faut avoir un bon niveau déjà d'informatique avant de... Enfin, visez plutôt, si vous voulez faire de la cybersécurité, des masters en cybersécurité après une licence info généraliste, ça me semble plus réaliste pour avoir un bon bagage. Monsieur, Ou, euh, en informatique, est-ce qu'on étudie l'informatique quantique parce que quand vous avez expliqué les projets, vous n'avez pas mentionné ça. oui, parce que je pense que l'informatique quantique reste quelque chose de quand même hyper spécialisé. Je ne suis pas sûr que ça soit tellement évoqué dans notre master. Là, enfin, informatique quantique, on est quand même sur du domaine de recherche. Peut-être en master... voilà, je vais le dire un petit peu après, mais on a un master pro en informatique où il y a moins de cours et un master recherche où là, je ne maîtrise pas tout ce qui se fait en M2. Mais voilà, enfin, ça m'amuse un petit peu cette question parce que c'est super que vous soyez attiré vers les sciences par des mots entre guillemets sexy comme ça, du genre le quantique, mais c'est sûr que avant d'en arriver là, on fait beaucoup de buzz et, donc le quantique, c'est quelque chose qui est effectivement sympa parce que on en fait en physique. Nous, en informatique, on étudie comment l'ordinateur quantique va tout révolutionner. Moi, j'en parle un petit peu dans un cours de complexité pour dire essentiellement que, ben, oui, le jour où on saura construire un gros ordinateur quantique, il n'y aura plus de chiffrement RSA parce que l'algorithme est déjà prêt, quoi. Il ne manque plus que l'ordinateur. Donc, toute la sécurité sur Internet est morte. Mais en pratique, c'est voilà, en 5 ans d'études, tu n'as pas encore forcément vraiment commencé le chapitre informatique quantique, quoi. C'est quelque chose qui vient tard. Voilà, donc je pense j'ai essayé de le dire un petit peu tout le temps que à la fac, ça demande beaucoup de travail, du travail régulier parce que l'année commence, l'année est super courte, donc si on ne commence pas tout de suite, c'est mort. On ne peut pas juste travailler avant les examens. De manière très autonome, ce qui ne veut pas dire je vais être tout seul, mais ce qui veut dire faut que je me prenne en main, c'est à moi d'aller vers les autres, étudiants, poser des questions sur place ou en ligne, d'aller vers les profs pour poser des questions, et tous ceux qui posent des questions, bah, ils ont des réponses et ils se font aider. Et qu'est-ce que je voulais dire par sans prêter attention aux autres? Oui, c'est un peu bizarre. Si, il faut s'entraider. Non, ce que je veux dire par là, c'est comme il y a plus de 50% d'échecs en L1, bah, il ne faut pas juste se comparer au niveau moyen qu'on peut voir dans son groupe de télé. Il ne faut pas regarder un chiffre du genre, tiens, la moyenne du premier contrôle de logique était de 11 et moi j'ai eu 11,5 ou 12, donc tout va bien. Le premier contrôle est peut-être plus facile que les autres. Et si la moyenne générale baisse, bah, 11,5, ce n'est pas suffisant. Ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui ont commencé avec 15, parce qu'ensuite, le chapitre suivant est bâti sur le chapitre 1. Il faut vraiment bien maîtriser le chapitre 1 pour continuer à suivre, etc. Donc, il y a quand même ce piège un petit peu, mais peut-être un petit peu dans beaucoup de filières en première année. Autour de soi, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément tous satisfaits d'être là, qui trouvent que... le taux de présence décline voilà, en première année de fac au fil de l'année. Et bah, ceux qui sont motivés doivent rester motivés et ne pas faire attention. C'est pas parce qu'au premier amphi, il y avait 400 personnes et au dernier amphi, il y a 200 personnes que on peut s'en tirer sans être présent. Bah, les 200 qui sont toujours présents, c'est ceux qui, en fait, ils savent pourquoi ils sont là et c'est ceux qui, justement, vont s'en sortir. Donc, ouais, non, cette phrase est vraiment pas terrible. Mais faire attention au fait que chacun a un parcours personnel et à soi de s'accrocher si son parcours à soi, c'est de réussir la langue. Et puis du coup, j'attaque une dernière partie un petit peu, on va dire plus débouché et contenu de. Alors juste peut-être avant ça, filière. Irénée, j'ai une question qui reste un petit peu sur le sujet d'avant. Est-ce que vous accueillez des bacheliers issus du bac STI 2D ou uniquement des bacs généraux?
Alors, est-ce qu'on en accueille? Oui, parce que voilà, enfin, effectivement, j'ai un peu expédié ça et euh, j'ai dit nos prérequis, c'est le bac général. Jusqu'ici, dans l'ancien système, on disait notre prérequis, c'est le bac S. Et après, il y a des exceptions, il y a des gens qui s'en sortent sans venir du bac S, mais c'est vraiment pas la majorité. Nous, clairement, dans les gens qui. Enfin, on est non sélectif, donc il y a des gens qui viennent d'un peu toutes les filières. Les bacs pro, c'est vraiment l'exception qui s'en sortent. C'est toujours avec des années de retard. Euh, c'est arrivé, hein, donc, enfin, toute règle a ses exceptions, quoi. Les bacs techno, c'est vraiment difficile, c'est quand même très compliqué pour quelqu'un qui vient d'un bac technologique. Et, et parmi les bacs technologiques, celui qui a le plus de sens en MIPI, c'est STI2D, bien plus que STMG ou STL. Mais voilà, du coup, STI2D, c'est vrai qu'il y a le côté, bah, il y a des maths, il y a de l'info, il y a de la physique. On peut se dire, tout va bien, mais c'est déjà très appliqué. Ça ne vise vraiment pas aux études longues comme ça. Je vais peut-être le dire un petit peu dans la suite sur euh, au-delà et les filières. En fait, vous allez vous rendre compte, je pense, mais quel que soit le domaine, que quand vous passez à un niveau supérieur, c'est plus les mêmes matières. Moi, quand je suis arrivé dans le supérieur, j'ai pas reconnu les maths. J'adorais les maths au lycée, et puis c'était plus les mêmes maths quand on a commencé dans le supérieur. Alors j'ai continué à trouver ça cool, mais on a le droit de se sentir totalement fouté. Et je pense qu'il y a un gap plus grand entre les maths STI2D et les maths L1MIPI, entre les maths bac général spécialité maths. J'essaie de parler avec un nouveau vocabulaire. Et dans le supérieur. Mais il y a un gap dans tous les cas, enfin, quelle que soit l'étude. Un peu comme quand les maths, c'était il y a des nombres et puis on passe à des lettres parce qu'il y a des variables. Voilà. Il y a encore un niveau d'abstraction supérieur quand on grimpe. Alors, voilà, dire que la LMIP, c'est un excellent choix. Enfin, venez chez nous, ça vaut vraiment le coup. Pourquoi? Parce que bah, ça combine quand même deux trucs. C'est que je pense que c'est intéressant, vraiment, si on se prend au jeu, qu'on s'y intéresse. Enfin, tout le monde peut prendre du plaisir à faire des sciences, des maths ou de la physique ou de l'info à un bon niveau, à résoudre un problème avec un algorithme qui marche bien. C'est stimulant, c'est exigeant, mais ça demande d'y passer du temps, ça demande de beaucoup se concentrer, mais, euh, mais c'est intéressant. Il y a, enfin, c'est des métiers, puis je vais mettre des matières, hein, sans vouloir euh, dire que ce que nous on fait, c'est mieux que les autres. Euh, c'est des matières très intéressantes. En particulier, il n'y a pas beaucoup de par cœur, en fait. Enfin, oui, il y a du cours à apprendre, mais il y a surtout beaucoup de réflexion. On n'est pas dans des matières où il faut beaucoup de connaissances, il faut beaucoup de raisonnement. Donc, c'est ça qui est aussi difficile, hein. On peut avoir l'impression d'être très scolaire, hein, de bien faire son cours, de bien recopier. Oui, mais il faut en plus avoir le cerveau branché. Et des fois, il y a d'autres étudiants qui sont là, qui ont l'air de ne pas faire grand-chose, mais en fait, ça carbure dedans, et en fait, eux vont s'en tirer très bien, même s'ils ne prennent pas de notes, quoi. Donc, voilà, c'est des matières stimulantes, vraiment intéressantes. Et le point numéro 2, c'est que bah, niveau débouché, c'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, en informatique, en génie civil, en, enfin, on peut peut-être faire un peu une distinction entre maths et physique où c'est pas encore très appliqué, même après un master, et où il peut y avoir des super débouchés de plus haut niveau. Et puis informatique, génie civil, génie électrique, bah, là on a des masters pro qui ont plutôt 100% d'insertion professionnelle. Avant crise du Covid, ensuite, je ne fais pas tellement de soucis parce que les besoins d'informatique n'ont pas changé, au contraire. Donc, voilà, on est vraiment sur des filières qui sont en tension et où il y aura des métiers dans le futur. Donc, à la fois, enfin, il y a des filières où on peut gagner beaucoup d'argent, mais où il est communément reconnu que c'est plutôt des métiers ennuyeux. Ou je sais pas, je sais pas, construire des armes, c'est pas forcément le truc que tout le monde veut faire. Ben là, il y a beaucoup de métiers derrière informatique, génie civil, génie électrique, maths, physique, où on peut contribuer au monde, vraiment, enfin, dans le sens
faire des choses utiles et ou en plus trouver du boulot bien payé accessoirement. Voilà, donc tout ça pour dire, venez chez nous si vous aimez les maths et la physique et l'info, que vous trouvez ça plutôt stimulant et sympa. Et puis, derrière, vous allez trouver des métiers qui permettent de construire des plateformes qui permettent de continuer les cours, alors que sans nous, personne n'aurait pu faire de cours, voilà, pour les informaticiens, enfin, de faire des choses utiles. Et puis, vous trouverez du boulot. Donc, ah oui, ce slide est divisé en deux parties. Venez faire des sciences, et venez faire des sciences à l'université plutôt qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous serez suivi pendant éventuellement 8 ans si vous faites un doctorat chez nous, une thèse chez nous, alors que dans toutes les autres filières, vous allez passer un petit peu d'un établissement à l'autre et vous serez moins suivi. Dès la L1, du coup, c'est des chercheurs, c'est des enseignants-chercheurs, beaucoup qui font cours. Alors, ce n'est pas mon cas, moi je suis enseignant à temps plein, mais la grosse majorité de l'équipe pédagogique, c'est des enseignants-chercheurs qui peuvent parler à côté de leur enseignement de thèmes de recherche. Et si vous tombez sur un prof qui fait de la recherche sur le quantique, là, la question de tout à l'heure aurait tout de suite attiré une réponse d'une demi-heure pleine d'enthousiasme. Et puis, voilà, la fac, c'est vraiment beaucoup de liberté. Vous êtes vraiment libre de vous organiser comme vous voulez pour votre travail. Il y a peu de suivi. Le bon côté, c'est que à partir du moment où vous avez votre année, on n'a rien à dire et vous passez dans l'année suivante. Et ça laisse aussi du temps pour des parcours de gens qui ont des activités à côté, des implications à côté. Alors, quelques mots du coup sur généraux. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait après une licence, une de nos 5 licences, maths, info, physique, génie civil, génie électrique? Alors, vraiment, l'idée, c'est de poursuivre en master. Hein, souvent, on va dire une licence mène à des études longues. Il y en a qui partent en école d'ingénieur, très bien. C'est pareil, hein, c'est un peu comme un master. Et on va faire la distinction entre deux types de masters. On a des masters fondamentaux ou masters fondamentales et recherche en maths, en informatique, en physique, avec un côté, là, c'est là où les enseignants-chercheurs présentent vraiment l'état de la science, des cours qui sont vraiment en lien souvent avec leur recherche. Et ça peut mener aussi bien au public, hein, devenir, je ne sais pas, enseignant-chercheur, déjà commencer par faire une thèse avant de devenir enseignant-chercheur. Et puis, il y a quand même beaucoup de métiers, beaucoup de débouchés de ce genre de master dans le privé, que ce soit en R&D dans le privé, que ce soit finalement dévié vers des métiers d'ingénieur après avoir fait un master de recherche. Les entreprises sont aussi contentes d'avoir des gens qui sont restés, on va dire, dans le disciplinaire jusqu'au bout. Donc, des masters recherche, il y en a en maths, en info, en physique chez nous. Et on a aussi des masters professionnels. Donc, par exemple, en informatique, on a les deux. On a le master recherche et le master professionnel avec un M1 en partie commun et un M2 bien séparé. Et les masters pro, en fait, aussi bien en informatique qu'en génie civil et en génie électrique, donc 3 des départements de MIPI, ce sont des masters pro. Non, pardon, ce sont des masters en alternance. Non seulement ils sont pro, mais ils sont en alternance. Donc en fait, c'est une semaine à la fac, à l'université, et une semaine en entreprise. Voilà, donc l'alternance, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ça marche bien, ça existe un petit peu à tous les niveaux, vous pouvez trouver des formations d'alternance en sortie de bac. Nous, à la fac, on a aussi des licences pro en alternance, alors j'en parle pas ici parce qu'à priori, on ne va pas vraiment de licence générale à licence pro, c'est un peu plus ouvert à des gens qui viennent d'autres filières, mais ça peut arriver en fait, et dans ces cas-là, vous avez juste une L3 en alternance. Et puis, voilà, si jamais vous voulez faire de l'informatique, par exemple, et bosser en entreprise, vous pouvez penser à l'école d'ingénieur. La fac fait vraiment la même chose, quoi. Enfin,
le même côté professionnalisant. Dans ces cas-là, vous allez faire une licence informatique. Alors, ça sera une formation vraiment de bon niveau en informatique, pas encore beaucoup professionnalisante. Et puis, vous aurez peut-être, par rapport à d'autres filières, fait moins de CV, moins d'entretien d'embauche, moins d'humanité permettant de vendre son dossier. Et puis, en fin de licence, si jamais vous poursuivez le master pro chez nous, bah, vous allez chercher une alternance et vous allez trouver une entreprise qui va vous prendre la moitié du temps. Et là, vous aurez la formation professionnalisante, on va dire, de manière accélérée parce que vous serez tout de suite dans le bain d'une entreprise. Et souvent, nos étudiants, ça leur fait un gros coup de fouet et ils s'adaptent très vite à voilà, de passer de la statue. C'est pas vraiment la même attitude d'être étudiant, habillé normalement et en entreprise, dans certaines boîtes en costume, une semaine sur deux, quoi, par exemple. Donc, il y a un apprentissage du monde de l'entreprise qui se fait à côté de l'apprentissage de l'informatique. Et en fait, ça marche super bien, hein, quelle que soit la filière. Tout ce qui est professionnalisant, dès que vous avez fait la moitié du temps en entreprise pendant 2 ans, bah, vous cochez la case expérience en entreprise et les entreprises ne vous recrutent pas comme un débutant, mais comme quelqu'un qui sait déjà ce que c'est que le métier. Et pour revenir à la cybersécurité, du coup, la question d'un étudiant, ça permet en plus de faire son parcours de manière plus précise, quoi. Nous, on fait des cours, enfin, on a un master relativement généraliste en informatique. Vous choisissez un parcours réseau et sécurité dans lequel il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de sécurité. Et si jamais vous voulez faire de la cybersécurité, bah, vous pouvez trouver une entreprise dans laquelle vous allez faire de la cybersécurité qui sera contente de vous former là-dedans parce que voilà, un alternant c'est moins cher, un alternant c'est pas le risque de prendre un CDI. Et donc à la fin de votre master, bah, vous serez devenu un vrai expert en cybersécurité, autant par l'expérience en entreprise que par les cours en fait. Et alors là, j'ai mis un tableau de salaire. En fait, ça, il faut le voir un petit peu comme le SMIC, entre guillemets, de l'alternant. C'est le salaire minimum que les entreprises sont obligées de verser. Pour un alternant, bah, ça dépend de son âge et donc, une première année de master touche minimum 600 € brut s'il a plus de 18 ans. Mais une entreprise peut très bien décider de le payer 1100. Donc, je ne sais pas trop où ça en est en informatique à ce niveau-là, mais je pense qu'au niveau master, on dépasse ces minimums. Et voilà, ce ne sont pas, enfin, ça ne délivre pas le titre ingénieur, par exemple, mais un master en informatique, en fac pro en alternance, ça a les mêmes débouchés en entreprise qu'une école d'ingénieur en informatique. Enfin, c'est vraiment considéré comme tout aussi professionnalisant. À juste titre, parce qu'avec la moitié du temps en entreprise, Irénée, pour finir, je vais avoir 3 petites questions, parce qu'en fait, le temps, il passe très, très vite. Alors, attends, j'ai une question d'un jeune qui me demande si, pour valider l'année L1, il faut 12 sur 20 de moyenne générale ou à chaque UE. Alors, il faut 10 sur 20. Et donc, 2 moyennes générales. Après, c'est un petit peu plus compliqué que ça, enfin, juste pour les redoublants. Enfin, ça, c'est la règle et c'est bon. Et puis, il y a la notion d'avoir validé une matière. Un redoublant garde les matières validées, les matières où il y a plus de 10. Mais il faut 10 de moyenne générale. Et on a le droit de compenser la physique par l'informatique, par exemple, si on aime plus l'une que l'autre. OK. Et une autre question, y a-t-il un stage professionnel à l'étranger? Alors, il y a un stage professionnel, je dirais, dans chaque licence. Il y a au moins, ça doit aller de 4 semaines minimum à 8 semaines minimum de stage. À l'étranger, non, ce n'est pas obligatoire que ça soit à l'étranger, mais c'est tout à fait bienvenu que ça soit à l'étranger. Et puis, on progresse au niveau. Soutenant sa distance, on sait plus faire qu'avant. Là, du coup, je n'ai pas le semainier de L3, mais en L3, il y a vraiment. Enfin, c'est en L3 qu'il y a le stage obligatoire. En L1, L2, il n'y en a pas encore. Mais après, il y a aussi des étudiants qui viennent faire. On signe des conventions de stage pour des L1, par exemple. Comme on finit l'année en mai, il y en a qui font un stage en juin. Mais ce n'est pas obligatoire. OK. Et une question d'actualité, on va dire ça comme ça. Sur Parcoursup, les notes des épreuves de bac de spé en mars seront-elles prises en compte ou seulement les moyennes durant l'année? Je pense que sur Parcoursup, on n'a pas encore accès aux notes
Alors, dans l'ancien bac, on n'avait pas du tout accès aux notes. Alors, en fait, on va tenir compte de tout ce qu'on voit sur Parcoursup, hein. Genre, on n'a pas de raison de ne pas tenir compte des notes du bac si elles sont là, mais je pense qu'on ne les aura pas. Enfin, si l'épreuve a lieu en mars, avec la lourdeur de Parcoursup, à mon avis, on sera comme les autres années à juger uniquement sur les premiers et deuxièmes semestres de terminale et puis tout ce qui a eu lieu avant première. Donc, Ok. J'ai plus de questions. J'ai posé tout ce que j'avais. alors, je signale quand même les masters enseignement qui sont un débouché assez important en maths et en physique. C'est vrai qu'on a des étudiants qui viennent chez nous en licence de maths parce qu'ils veulent faire prof de maths. Bah là, on a des métiers, des masters professionnalisants aussi, spécialisés dans l'enseignement. Et voilà, donc ça, j'ai essayé de le dire un petit peu, voilà, qu'on découvrait les matières un peu autrement quand on arrive à la fac. Et on découvre des choses totalement nouvelles. Vous avez cité, ouais, alors là j'ai mis des cours de L1, mais j'aurais pu mettre des cours de niveau plus avancé pour faire plus rêver. Vous ferez en licence du quantique en physique, si vous poursuivez en physique. Vous ferez en maths de la géométrie non euclidienne. Je pense que c'est dans le programme de licence, donc des trucs qui sont quand même assez nouveaux. Et il y a ce côté un petit peu que souvent ce qu'on voit, c'est... Enfin, on essaye de généraliser un maximum, de trouver vraiment la vérité la plus générale. Donc, vous avez vu les intégrales, elles ont été définies d'une certaine façon en licence, et ben, on les redéfinit de manière plus générale, où ça s'applique à plus d'endroits. Vous avez vu la géométrie au collège, et ben, on définit la géométrie non euclidienne, où finalement, ce n'est pas obligé que par 2 points passe une seule droite, et on voit où ça nous mène de généraliser. Donc, il y a vraiment ce côté aller un petit peu au-delà dans chacun des domaines. Et voilà, pour citer le premier truc en première année ou en informatique, je suis sûr qu'on va vraiment au-delà de ce qui se fait au lycée. Bah, au lycée, on fait beaucoup de choses en informatique, mais on n'a pas forcément bien compris comment ça marchait. Et le premier truc qu'on fera, c'est l'adressage mémoire, vraiment dire que chaque variable, chaque truc qui est stocké dans l'ordinateur, ça a une adresse, on peut manipuler ces adresses, et c'est comme ça que ça marche. Alors, comment finalement on fait un tableau et qu'on va si vite comme ça au dernier élément du tableau. Et oui, j'en ai pas tellement parlé, mais donc on va garder ce côté mineur dans les... Enfin, on change beaucoup de choses dans les licences à partir de cette année. Et à partir de la L2, L3, vous pourrez faire une mineure d'autres disciplines. Donc la L1 MIPI, elle est déjà pluridisciplinaire. Vous faites des maths, de l'info et de la physique. Et puis, vous pourrez choisir tout au long de votre licence, par exemple, de mettre une mineure, c'est-à-dire un cours où vous choisissez ce que vous voulez. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire un truc cohérent. Vous pouvez dire chaque semestre, je prends une mineure d'info, et à la fin, j'ai une licence de maths, mais j'ai fait beaucoup d'infos avec un truc qui se suit, où chaque cours est la suite du précédent. Donc, ça devrait permettre de garder ce côté un peu pluridisciplinaire. Je vais zapper un peu, je pense. Ouais, parce que là, il va falloir Ouais. qu'on. Et j'ai une question sur combien de moyenne faut-il pour intégrer cette licence? Au niveau du lycée, bah alors, Ouais. Mais je pense que tu as répondu un petit peu sur la sélection, ça revient au même. Mm. on ne sélectionne pas. Enfin, Oui, en fait, je comprends le côté. Enfin, pour intégrer la licence, si jamais vous avez. Enfin, en théorie, si jamais vous avez le. Enfin, je pense que si vous êtes dans la filière bac général SPEMAT et que vous avez la moyenne, vous serez pris. Après, si vous avez juste la moyenne, ça sera peut-être difficile. Après, on peut parler de est-ce que vous avez beaucoup de chances d'y arriver ou pas. Mais ça dépend quand même. On a des étudiants avec 10 de moyenne en maths au lycée qui se révèlent dans le supérieur. Il y en a d'autres avec 13 de moyenne en maths au lycée qui s'écroulent un peu parce que, enfin, c'est même pas qu'ils s'écroulent, c'est que finalement, c'est pas ça qu'ils voulaient faire et ils ne se donnent pas les moyens de réussir. Donc, on peut compenser par le travail, on peut toujours s'en sortir, mais voilà, est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Et en tout cas, on va vous emmener loin en maths et en physique. Et plus que la note, c'est est-ce que j'aime bien la discipline? Est-ce que est-ce que j'ai envie de poursuivre là-dedans? Dans une filière qui mène à prof de maths, par exemple. Donc, il faut accepter de faire beaucoup de maths au début, ou à prof de physique. Enfin, on va loin dans chacune de ces matières. Ben,
Ok, j'ai plus de questions. Merci à tous ceux qui sont Ouais, restés et tout qui à fait. ont fait preuve d'intérêt jusqu'au bout. N'hésitez pas à parler si vous voulez. En fait, on est en beaucoup plus petit comité et je pense qu'on peut très bien rallumer les micros sans... Oui, oui, tout à Voilà, fait. après, J'ai essayé de relier au maximum les questions, mais peut-être que j'ai pu en louper une, on ne sait jamais. et puis oui, non, c'est toujours difficile de participer à la bonne escient à distance. Mm.